che Silorio Mazarini sostiene Regina Forse. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange. Ce soir, je vais vous faire découvrir la vie d'un homme nommé Ben Goubet. Ce fakir, né à Lyon, fut un être doué de facultés particulièrement étonnantes. Ce soir, notre émission, vous l'avez compris, sera plus courte, mais cela va nous permettre de plonger dans un très beau livre écrit par le fils de ce fakir, justement, un hommage d'un fils à son père. Ce livre a pour titre Ben Goubet, mon père, ce fakir, aux éditions Book e-Book dans la collection Zététique. Je vous redonnerai les coordonnées de ce livre que je vous conseille vraiment de lire vivement. À la fin de l'émission, le docteur Jean-Jacques Charbonnier viendra nous rejoindre également pour nous donner le point de vue du scientifique qu'il est, docteur en médecine. Il est anesthésiste et spécialisé dans la douleur. Il viendra nous parler un petit peu des capacités particulières de ce fakir Ben Goubet. Nous ferons également le point sur notre expérience en cours. Rappelez-vous, à propos du secret pour passer le feu, vous avez été très nombreux et nombreuses à nous écrire pour nous demander ce secret. Plus de 200 lettres sont arrivées dans le casier des aventuriers de l'étrange et je vous en remercie. Nous avons répondu à tout le monde, tous les jours encore, des lettres nous arrivent, nous y répondons le plus rapidement possible. Donc on fera un petit peu le point. Si vous avez utilisé ce secret pour passer le feu, si ça a fonctionné ou si ça n'a pas fonctionné, vous pouvez venir nous rejoindre, bien entendu. Notre standard vous est ouvert. Cyril attend vos questions, vos suggestions et vos témoignages concernant ce secret pour passer le feu, et également vos questions concernant le fakirisme au 0826 300 300, 0826 300 300. Et bien entendu, vous pouvez nous contacter tout au long de l'émission par SMS. Vous tapez le mot Sud, un espace, ensuite vous écrivez votre réaction, votre question et vous envoyez le tout au 71 200. Alors avant de plonger dans la vie du fakir Ben Goubet et de recevoir Jean-Luc Goubet, son fils, mon invité, voici le sujet de la semaine prochaine. Samedi prochain, nous allons vous emmener au Mexique, à Mexico exactement, pour ouvrir un dossier tout à fait étonnant, celui du miracle de la Vierge de Guadalupe. Je ne vous en dis pas plus, mais vous allez voir que là, c'est un dossier absolument fascinant, avec quelque chose qui s'est produit il y a quelques siècles maintenant, et qui continue encore à interroger les scientifiques. Dimanche, nous parlerons évidemment du Da Vinci Code, puisque mercredi 17 mai, ce film va sortir sur les écrans. L'adaptation du célèbre roman de Dan Brown. Il y aura toute une série d'invités autour de ce micro, des spécialistes du prieuré de Sion, de l'ordre des Templiers, du Graal évidemment, puisque c'est le point central du Da Vinci Code, et nous essaierons de décoder le Da Vinci Code, de savoir ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de limite et ce qu'il y a de romancé. Alors n'oubliez pas, le Da Vinci Code c'est avant tout un roman, bien entendu, ça n'est pas un essai historique, mais il y a des choses tout à fait troublantes. Jésus a-t-il eu une descendance avec Marie-Madeleine? Est-ce que cette descendance se perpétue encore jusqu'à nos jours? Nous nous poserons la question dimanche. Mais tout de suite, c'est le dossier des fakirs qui nous intéresse. Jean-Luc Goubet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu nous rejoindre ici dans Les Aventuriers de l'étrange. Alors, je vous ai invité puisque vous avez publié dans la collection Zététique d'un éditeur qui s'appelle Book e-Book. Je donnerai ensuite l'adresse internet où on peut se renseigner pour se procurer votre livre, qui est disponible de toute façon dans toutes les bonnes librairies. Votre livre s'intitule Ben Goubet, mon père, ce fakir. Vous avez suivi votre père depuis l'âge de 8 ans à peu près. Exactement, oui. Dans toutes ces pérégrinations. Vous commencez votre livre par les circonstances du décès de votre père. Votre père est mort en quelle année? Mon père est mort en 1990. Oui. Paraguay, nous vivions au Paraguay à cette époque-là. Mm-hmm. Donc il est décédé là-bas, cela fait maintenant 16 ans. Oui. Alors, c'était un artiste de music hall. Oui. Vous avez donc quasiment fait le tour du monde. Exactement, oui. Avec lui, la Thaïlande, le Japon, l'Amérique du Sud et d'autres pays, bien entendu. Alors, ce n'était pas qu'un artiste du music hall, c'était un fakir. Racontez-nous son spectacle, puisque vous avez été depuis votre jeune âge avec votre maman, ses assistants sur scène. Exactement. C'est-à-dire que mon père se produisait sur scène et faisait ce que l'on appelle un numéro de fakir.
Bien souvent, le mot fakir est très mal interprété, Oui. car on s'imagine souvent une personne avec un turban sur la tête, allongée sur la planche à clous ou sur des débris de verre, ou même sortant éventuellement des colombes d'un chapeau. Ce n'est pas tout à fait cela. C'est-à-dire que mon père s'est retrouvé sur scène à présenter ce numéro de fakir, car ce n'est qu'une circonstance, disons, de la vie. Il était très intéressé par le corps humain et les recherches sur les possibilités méconnues que nous avons tous en nous-mêmes, Oui. de pouvoir maîtriser notre corps. Mhm. Et qu'il a exploré très très loin. Il a exploré très très loin. Ouais. Alors, décrivez-nous le spectacle pour commencer. Ensuite, on reviendra sur son apprentissage et sur le message qu'il vous a laissé et celui que vous laissez à travers ce très beau livre. Le spectacle. Alors, le spectacle consistait à démontrer aux personnes que nous pouvons avoir le contrôle de nous-mêmes et annuler la douleur simplement sur un ordre mental. C'est-à-dire qu'il produisait un spectacle de transpercement, comme Oui. on s'imagine avec les fakirs, c'est-à-dire qu'il pouvait se transpercer des parties du corps à l'aide de stylets ou de fleurets d'escrime, sans ressentir aucune douleur. Donc, afin de pouvoir survivre, parce que la recherche dans ce domaine-là ne paye pas beaucoup, il a décidé de monter ce spectacle de fakir, de voyager à travers le monde justement, à la recherche également d'autres personnes capables de produire de telles expériences, afin d'approfondir lui-même ses recherches. Oui. C'était un homme exceptionnel à bien des égards. Il était très ouvert vers les autres. Il était très bon. Il démasquait les charlatans parce que vous en avez croisé quand même quelques-uns. Oui, malheureusement, sur il y en a les scènes beaucoup. du monde entier. Et vous avez vécu quand même, là c'est pour le côté vie au quotidien, de sacrées galères quand même. Hein. Ah il est évident que le métier d'artiste, c'est bien connu. Ça, c'est haut et c'est bas, et bien souvent beaucoup plus de bas que de haut. Nous n'étions pas de grands artistes, de grandes stars, disons, promus par de grandes compagnies cinématographiques ou de la chanson. Donc, nous vivions comme artistes de cirque, simplement, pratiquement, en travaillant de temps en temps dans les théâtres, dans les cabarets, dans les cirques, dans des nightclubs, dans les cinémas, dans des cinémas même, à l'entracte, donc un peu partout. Il est évident que ce genre de travail est très aléatoire, puisque les contrats ne se suivent pas tous, donc il y a de très grandes périodes sans rentrée monétaire. Ouais. Mais alors, dites-moi, vous en avez gardé avec le recul, parce que vous étiez tout petit quand ça a commencé, hein? Oui, j'avais 8 ans. 8 ans, vous êtes allé en Inde pour la première fois. Exact. Quitter Lyon, partir en Inde, quand on a 8 ans. Mais disons, ça faisait partie un peu du programme de recherche de mon père, c'est-à-dire que il est arrivé à décrocher un contrat dans un nightclub d'un hôtel au Pakistan, pas aux Indes. Au Pakistan, exactement. Oui. Ouais. Et pour lui, il a vu l'opportunité de mettre un pied, disons, sur cette terre magique que sont les Indes, le Pakistan, où évidemment on parle beaucoup de fakirs. Mais malheureusement, à sa grande déception, il n'a pas pu trouver d'autres personnes capables de pouvoir réaliser ce genre d'expérience sérieusement. Et il a été très déçu de ce point de vue-là. Mais en contrepartie, je me rappelle très bien, au Pakistan, mon père était considéré comme un véritable dieu. Ah oui. Alors c'était un peu curieux quand même de voir des gens d'origine hindoue trouver merveilleux un fakir d'origine lyonnaise. Il a rencontré un succès extraordinaire lorsque vous vous produisiez dans les entr'actes de cinéma. Exactement, oui. Alors ça, racontez-nous ça, parce que alors ça c'est dantesque. Vous dites à un moment, c'était comme à New York, les roupies, les billets pleuvaient comme ça depuis le balcon. Exactement, c'est-à-dire qu'à notre grande surprise, nous avions décroché un contrat dans un cinéma. Les films hindous sont très longs. Oui. Donc il y a des entr'actes, et mon père s'était fait engager pour produire son spectacle lors d'un entr'acte d'un film. Et à notre grande surprise, après son spectacle, lorsque mon père avait fini de se transpercer avec ses instruments, afin de prouver qu'il n'y avait aucun truc, il faisait un petit tour dans le public. Avec le fleuret dans le flanc, enfoncé, avec le stylet dans la gorge, avec le sein, dans la langue, etc. Afin de pouvoir démontrer aux personnes qu'il n'y avait absolument aucun trucage. Voilà. Et à notre grande surprise, les personnes ont commencé à lui faire des offrandes, c'est-à-dire de l'argent, surtout de l'argent. Et malheureusement, ce n'était pas des dollars. Non, c'était des roupies. C'était des roupies. Hein. Mais les personnes le vénérant un peu comme un demi-dieu, comme un yogi finalement. Exactement, comme un yogi, ont commencé à lui donner de l'argent
à tel point que certaines personnes faisaient même des colliers avec des billets, elles faisaient des fleurs en argent qu'ils lui mettaient autour du cou. Donc ma mère et moi-même, lorsque nous avons vu cela, mais c'était impressionnant parce que les cinémas sont bondés là-bas. Oui, et puis ils sont très grands, hein, ils ont une contenance énorme. Voilà, les cinémas ont une dimension incroyable. Et les personnes ne pouvant pas approcher mon père puisqu'elles étaient sur le balcon, lançaient l'argent depuis le balcon. Et d'autres personnes se chargeaient de ramasser, que nous ne connaissions pas, des personnes que nous ne connaissions pas, des personnes du public, ramassaient l'argent et venaient le donner à mon père. Alors le plus curieux, comme mon père était transpercé de tous les côtés, et qu'il était dans un état, disons, de transe, il était absent pendant son travail, c'est ma mère qui le dirigeait dans le public. Et ne sachant pas où mettre l'argent, beaucoup de personnes accrochaient l'argent à la pointe des fleurets derrière l'abdomen de mon père. Donc en remontant sur scène, avant de pouvoir retirer les instruments, ma mère et moi-même, nous sortions les billets qui étaient plantés qui étaient tachés, froissés, qui sentaient pas très bon, horriblement sales. Et bien souvent, elles sont tellement sales qu'on n'arrive même plus à lire les chiffres sur les billets. Mais bon, et il est évident que ceci était une très grosse épreuve pour mon père parce que ces milieux-là ne sont pas très hygiéniques. Les billets encore beaucoup moins. Et vous pouvez penser qu'il aurait pu très facilement attraper de très grosses infections. Surtout qu'il avait des plaies, hein, quand il se transperçait, ça ouvrait des plaies dans le corps, évidemment. Alors, faites-nous part de sa technique pour annihiler la douleur. Et écoutez, tout ce que je vais vous dire là maintenant, je connais sur le bout des doigts. Malheureusement, je ne suis pas capable de le reproduire. Mais il est parti d'une observation très simple et que vous avez certainement pu faire vous-même et tous nos auditeurs certainement aussi. Il est arrivé à tout le monde un jour ou l'autre d'arriver à se blesser et puis de se rendre compte plus tard, se dire tiens, je saigne ici, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Oui, c'est vrai. Au moment de se faire la blessure, nous n'avons senti absolument aucune douleur. Il s'est rendu compte de cela très jeune, je pense qu'il avait 8-9 ans lorsque ça a dû lui arriver la première fois. Et il en a déduit très simplement que de penser à autre chose pouvait, dans certains cas donc, tromper, disons, le corps et de ne pas ressentir la douleur. Oui, couper l'interrupteur de la douleur, quoi. Exactement. Donc il s'est entraîné là-dessus et la chose est simple, ne pas penser à la douleur. Évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Oui, j'imagine. Mais on peut y arriver très bien. C'est-à-dire que c'est avoir l'esprit ailleurs. Et le simple fait de dire avoir l'esprit ailleurs nous emmène sur un territoire assez complexe. Parce que de fil en aiguille, il en est arrivé à penser, et je pense qu'il avait raison, comme on le cite très souvent dans beaucoup de religions ou dans beaucoup dans ce milieu, effectivement, il semblerait que l'esprit est une chose à part qui peut se séparer du corps à notre propre volonté. Oui. Il avait une force mentale extraordinaire quand même, pour arriver à couper cet interrupteur de la douleur et pouvoir s'enfoncer des lames à travers le corps. Alors là, c'est le problème qui a énormément intrigué un professeur avec lequel nous avons travaillé dans un laboratoire de psychologie. Wolfgang Larbig. De Tübingen en Allemagne. On en parlera tout à l'heure justement, et des expériences scientifiques auxquelles il s'est prêté pour que les scientifiques puissent essayer de se pencher sur son cas et comprendre ce qu'il réussissait à faire. Revenons au spectacle, pas tout à fait au spectacle. Il avait une préparation particulière avant et après le spectacle. Ça se faisait pas. Il faut pas que les gens qui nous écoutent croient que, et d'ailleurs ils ne le voulaient pas, qu'ils pouvaient réaliser des miracles, etc. Non. C'était un vrai travail, une vraie volonté de chaque instant. Beaucoup de personnes, à tort, pensaient que mon père était surnaturel. Le simple fait d'écouter le mot surnaturel ou paranormal l'énervait un peu. Et il disait non, je suis une personne comme les autres. Le seul problème, c'est que j'ai travaillé la question. Et il voulait prouver que toute personne, et il me le disait à moi aussi, tout le monde est capable de le faire. Seul, à plus ou moins haut niveau, évidemment. C'est comme le simple fait de marcher. Il y a des gens qui marchent plus vite que d'autres. Mais il faut travailler la question. Il s'est intéressé, il a travaillé et il a poussé ses expériences. Il a voué sa vie à cette recherche, en fait. Exactement. C'était sa passion. Alors, quelle était la préparation à laquelle il se livrait avant et après le spectacle? Je veux dire, j'avais envie de dire, pour monter et redescendre. Oui. Il avait besoin de cette préparation tout simplement pour le fait que d'annihiler la douleur n'est que la première étape.
lorsque vous arrivez à déconnecter votre esprit, de ne plus ressentir la douleur, c'est une chose. Oui. Mais il y a les conséquences pour le corps, c'est-à-dire que l'instrument peut passer dans une veine, dans une artère, il peut attraper des infections, il peut, bref, il y a tout un tas de complications qui sont étrangères à l'histoire de la douleur. Donc pour pouvoir refaire toutes ces expériences à un rythme accéléré, parce que lorsque nous faisons des spectacles, il arrive à faire des spectacles jusqu'à 6 spectacles par jour, il y a certains problèmes auxquels on s'affronte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme les gens pouvaient penser, à force de passer dans le même endroit, il a un trou et ça passe tout seul. Non, vous pouvez demander à n'importe quel médecin. Au contraire, plus on passe dans le même endroit, plus il y a des risques. Bien sûr. Ouais. Bien. Alors, il était obligé de se préparer à l'avance pour plusieurs raisons. Pour éviter le saignement. Ouais. Parce que il essayait de l'éviter, mais l'instrument arrivait de temps en temps à passer dans une artère importante. Il pouvait arrêter le saignement à volonté. Ouais. Pour arriver à faire cela, suivant les explications qu'il me donnait, il accélérait le cœur à un rythme très élevé. Au-delà de 200 pulsations, je crois. Au-delà de 200 à 250 pulsations minute. Mais en plus de ces pulsations extrêmement rapides, tout le muscle lui-même cardiaque était sous l'emprise d'une espèce de vibration, si vous voulez. Tout le muscle vibrait un peu comme lorsque, vous est certainement arrivé, lorsque vous posez mal une jambe et puis votre muscle se met à sauter. C'est vrai. Bon, il arrive à provoquer cela volontairement. Et ça avait pour incidence de pomper mal le sang. Le sang s'épaississait. Comme du yaourt, disait-il. Et il disait, prenez la consistance du yaourt. Alors, les conséquences étaient les suivantes. Le sang étant plus épais, n'arrivait plus à sortir par la plaie, ou à peine sorti par la plaie, se coagulait pratiquement à la sortie. Voilà, et ça évitait les saignements aux plaies créés par les ustensiles qui le transperçaient. Exactement, mais cela encore a d'autres conséquences. Ce n'est pas si facile, parce qu'à partir du moment où le sang circule très mal, il perdait une grande partie de sa vision. D'accord. Il perdait aussi une grande partie de l'audition, donc il n'avait plus d'équilibre lorsqu'il travaillait. D'accord. Il était dans une espèce de nuage, de ce que les gens appellent la transe. Un état second, vraiment. Un état second. Oui. Donc tout le corps était, disons, en mauvais état lorsqu'il travaillait. Donc pour pouvoir arriver à amener le cœur à ce rythme suffisant pour éviter les saignements, il ne pouvait pas le faire d'un seul coup. Oui. Il aurait pu le faire d'un seul coup, mais ce n'était pas non plus recommandable. C'était dangereux. Donc il est dangereux. Il l'amenait donc progressivement à ce rythme, ce qui lui prenait en moyenne entre 1 heure et 1 heure et demie pour arriver au rythme désiré pour pouvoir arrêter le saignement en cas de problème. Donc il avait plus ou moins, avant le travail, qui lui durait sur scène une demi-heure, il avait en moyenne 3 heures de travail pour amener son corps au rythme voulu. Et après le travail, il avait encore entre 2 heures et 3 heures pour redescendre, disons, et revenir à l'état normal. Et revenir à l'état normal. Parce qu'il faut bien penser que lorsque la personne a une mauvaise circulation pendant plus d'une demi-heure, le sang est sale. Donc il devait augmenter la fréquence du travail de ses reins afin de pouvoir relaver le sang et redevenir à l'état normal. Jean-Luc Goubet, vous restez avec nous, une première pause et on se retrouve dans quelques minutes dans cette émission Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio pour que vous continuiez à nous parler de votre père, ce fakir. Avec plaisir. Absolument extraordinaire. À tout de suite. Sud Radio. Et toujours le temps qui court. Les Enfoirés sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Le temps qui court, continuons à découvrir la vie extraordinaire de Ben Goubet, ce fakir, avec le témoignage de son fils Jean-Luc Goubet qui est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange. Et puis 0826 300 300, vous êtes également nos invités. Si vous avez envie de poser des questions, Cyril les attend au standard ou encore par SMS. Sud, un espace, vous tapez votre réaction ou votre question et vous envoyez le tout au 71 200. Jean-Luc Goubet est en notre compagnie ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange. Il est l'auteur d'un très beau livre, hormis qu'il nous raconte les capacités étonnantes de son père, Ben Goubet, qui était fakir. C'est un très joli témoignage d'un fils à son père. C'était votre idole, finalement, ce grand monsieur. On voit quand vous écrivez, on est à votre hauteur d'un enfant de 8 ans, de 12 ans qui regarde, qui lève les yeux pour voir son père qu'il admire. C'est-à-dire que par chance,
j'ai eu la chance de pouvoir admirer cet homme parce que bien souvent, il est très difficile pour un fils de considérer son père comme un homme. Oui. Mais j'essaye, maintenant que je suis plus grand et adulte, de voir cette personne non seulement comme un père, à part qu'il a été un père fantastique, mais comme un homme également fantastique. C'est-à-dire que lorsque j'étais petit, que je le voyais travailler, évidemment, c'était l'idole. Et moi, j'étais du contre-coup l'idole à l'école parce que toutes les personnes me posaient des questions. Et je trouvais ça un peu magique, si vous voulez. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je comprenais plus quel était réellement le travail qu'il produisait. Et là, je pouvais me rendre compte que ce n'était pas une personne simplement magique, comme je le pensais quand j'étais petit, mais une personne qui cherchait et qui a trouvé ce qu'il a trouvé. Oui, tout à fait. Alors, vous nous avez décrit le processus qu'il mettait en place tout à l'heure pour réussir à éviter que ses plaies saignent. Oui. Hein, ce processus d'accélération au-delà de 250 pulsations cardiaques qu'il faisait monter lui-même de sa propre volonté. Ensuite, il réussissait à redescendre pour pouvoir retrouver son état normal. Donc, il était quasiment pendant la période d'une demi-heure de spectacle en transe totale. Oui. D'ailleurs, vous nous disiez, c'est votre mère qui le guidait. Exactement, pour qu'il marche droit et puis pour qu'il aille dans les allées, puisqu'il descendait avec les objets dans le public, avec les objets qui le transperçaient le corps. Mais j'ai lu un passage où vous étiez en Israël et devant des toubibs, il a fait une expérience, il leur a dit, mais je suis capable également d'arrêter mon cœur, c'est-à-dire de mourir et de revenir. Oui, pratiquement, oui, c'est ça. Oui. Bah, expliquez-nous ça. Alors ça, franchement, c'est tout à fait étonnant. D'ailleurs, il y a très peu de médecins arrivent à le croire, d'ailleurs, je sais. Oui. C'est un chirurgien qui est tombé dans les pommes, je crois, d'ailleurs. Oui, bien il sûr. Il est tombé dans les pommes. C'est-à-dire que dans ce milieu-là, surtout dans le milieu du spectacle, c'est-à-dire que les gens ne s'attendaient pas à se trouver en face, non seulement d'un fakir, mais disons, je peux le qualifier d'un scientifique. Oui. Il ne faisait pas cela pour épater la galerie. Il faisait cela par l'amour de la recherche. Il est évident qu'on va entendre parler énormément malheureusement de charlatans qui se produisent en spectacle et que ça malheureusement trompe le public et c'est honteux. Mais mon père était effectivement en mesure de pouvoir arrêter son muscle cardiaque. Le maximum qu'il a fait, disons, suivant cette technique, parce qu'il y avait plusieurs techniques, je vous expliquerai un peu plus tard, jusqu'à une quinzaine de minutes sans avoir de problème de conséquences au cerveau. Lorsque nous avons fait cette expérience devant les médecins cardiologues en Israël, je ne serais même pas capable de vous dire s'il est resté 2 minutes ou 3 minutes. Parce que lorsque mon père a commencé à se préparer, que les gens ont préparé leurs appareillages pour écouter, parce qu'ils étaient venus avec simplement des stéthoscopes, pensant se trouver face à un charlatan comme d'habitude. Et qu'ils allaient débusquer ça très facilement. Voilà. Donc mon père s'est mis en condition, et lorsqu'il faisait cette expérience, il bloquait une partie du sang au cerveau, en appuyant sur ses carotides, en contractant les muscles de son cou pendant une certaine période. Et c'est cette contraction, plus la contraction était longue, plus le muscle cardiaque allait s'arrêter. C'est-à-dire qu'il arrivait à se provoquer une syncope pratiquement tout seul. Bien, donc il est tombé, une fois qu'il a fait ce travail, il est tombé raide mort sur le plancher. Les 2 médecins qui étaient chargés de le soutenir ont été tellement surpris qu'ils l'ont pratiquement laissé tomber par terre. Et dans l'affolement, ils ont essayé de trouver une résonance cardiaque au stéthoscope, au pouls, mais enfin au pouls on peut encore truquer facilement. Ne trouvaient rien. Et dans l'affolement, personne n'a pensé à chronométrer exactement le temps le temps d'arrêt, c'était l'affolement total. Et je pense que ça a dû durer 2 ou 3 minutes, pas plus. Mais enfin, il était capable de ce genre de phénomène. Il était tellement maître de ses muscles et de son corps qu'il était capable de faire ça. Bien sûr. Ça, c'est... Sans aucun problème. Oui. Alors, il n'était pas capable de ça, mais que de ça. Il souffrait, vous avez signalé les reins tout à l'heure. Oui. Et il a souffert pendant très longtemps de colite néphrétique. Exactement, oui. Et ça, ceux qui sont dialysés maintenant, ou ceux qui ont eu des problèmes aux reins, des calculs aux reins, savent combien c'est douloureux. Ça fait mal, oui. Il me l'a toujours dit, d'ailleurs, c'est extrêmement douloureux. C'est une souffrance vraiment très très pénible. Et lui avait réussi à rejeter par la voie urinaire des calculs rénaux. Exactement. Tout seul. Bon, ça va peut-être vous paraître bizarre, bien souvent c'est ce que les gens ne comprenaient pas, c'est que lorsque on parle fakir, qu'on voit cette personne se transpercer dans tous les sens et ne souffrir aucune douleur sur scène,
pense que cette personne est insensible à la douleur. Or, mon père, contrairement à cela, était une personne très sensible. Je pourrais même dire très douillette. D'accord. Lorsqu'il était en état normal. Oui. Ouais. Lorsqu'il le désirait, lorsqu'il se mettait dans cette transe, il ne sentait absolument plus rien. Ce n'est pas qu'il résistait à la douleur, il ne sentait plus rien. Il me l'a toujours dit, tu pourrais percer une molette de beurre à côté de moi, ça serait la même chose. Ouais. Il ne sentait rien. Donc, dans la vie courante, normale, il avait aussi des atteintes, il avait aussi des maladies, et il a eu ces calculs rénaux qui l'ont fait énormément souffrir. À une période où nous étions en tournée en Allemagne, pendant 4 jours, il a été obligé de s'arrêter parce qu'il ne tenait plus, il criait pratiquement toute la journée, il souffrait horriblement. Et ce qui était fantastique, c'est que lorsqu'il le décidait, je me rappelle le 4e jour, il était vraiment à bout de force, à bout de souffrance. Il a dit bon ben écoute, je vais quand même travailler ce soir, mais demain il faut que j'arrive à les faire éjecter. Alors ce qui était fantastique, il me demandait dans sa souffrance, bien souvent entre 2 cris de douleur, il me demandait c'est quelle heure, fiston. Je lui disais l'heure pour pouvoir commencer à se préparer pour aller au travail. Il montait sur scène. C'était normalement, personne n'aurait pu penser que quelques minutes avant, il criait de la douleur dans son lit. Il était en transe. Donc, il ne souffrait plus? Il ne souffrait plus du tout. D'accord. Et lorsqu'il avait fini son travail, ça recommençait. Ouais, ça reprenait, oui. Comme il disait, parce qu'avec les études que nous avons fait en laboratoire, nous avons pu comprendre qu'il pouvait, disons, augmenter avec cet état de transe la quantité d'endomorphine, cette substance naturelle du cerveau qui permet d'éliminer la douleur. Donc, une fois que cette substance était multipliée, disons, par cet état de transe, il y a quand même un certain temps jusqu'à l'élimination. Donc, c'est-à-dire qu'en sortant de scène, peut-être une demi-heure encore, il était sous cet effet d'anesthésie, disons, naturelle, et les souffrances reprenaient après. Ouais. Donc, un soir, m'a-t-il dit, il a travaillé pratiquement toute la nuit sur ses reins, afin de pouvoir éjecter ses calculs. Et le lendemain matin, les calculs sont partis et il n'a plus jamais souffert de Par la voie urinaire. Par la voie urinaire, oui. Et il a réussi à faire ça tout seul, par la force de sa pensée. Tout seul, oui. C'est quand même vraiment exceptionnel, hein, ça. Mais il a souffert, ça je vous le dis. Hein. C'est un très grave problème où il a mis du temps à s'en débarrasser, mais c'est possible. Oui, tout à fait. Jean-Luc Goubet, une autre pause, vous restez avec nous, on va aborder tout à l'heure un sujet que vous avez juste effleuré, la rencontre en Allemagne justement de 2 professeurs, vous les avez décrits dans votre livre, ils étaient là derrière, ils regardaient de manière tout à fait attentive, ils regardaient le spectacle, ils se sont dit, exactement, oui. Et ils sont venus voir, ils ont dit mais attendez, il faut qu'on vous pose des questions parce que nous on travaille sur la douleur et on voudrait savoir comment vous faites. Exactement, ça s'est passé comme ça. Oui. Ça a donné lieu justement à des expériences en laboratoire. Et là, ça va être très intéressant. À tout de suite. À tout de suite, merci. Put Your Records On, Corinne Bailey sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Jean-Jacques Charbonnier, médecin anesthésiste, réanimateur, spécialiste de la douleur, sera avec nous tout à l'heure en fin d'émission pour nous apporter un petit peu son regard de scientifique sur la vie passionnante de ce fakir Ben Goubet. Nous parlons des fakirs, non pas des fakirs, mais d'un fakir. Ce soir, l'émission, vous le savez, ne durera qu'1 heure. C'est pour ça que, d'une manière un petit peu différente des autres jours, c'est à travers le témoignage d'un fils qui a vécu avec son père, fakir, que nous nous intéressons à ce dossier avec évidemment tout le côté humain que cela comporte, mais également le côté scientifique. Le fils, donc, vous le savez, il est avec nous depuis maintenant une demi-heure, il s'appelle Jean-Luc Goubet. Il a écrit un très joli livre, un hommage à son père, qui s'intitule Ben Goubet, mon père ce fakir, aux éditions Book e-Book, dans la collection Zététique. Je vous donne le titre de cette collection parce que ça a son importance dans la véracité de tout ce qui est écrit. On en parlera tout à l'heure. Alors, Jean-Luc Goubet, revenons à la période allemande. Belle période. Beaucoup de contrats. Exactement. Hein, ça marchait bien. Bon. Et un soir, alors que votre père et votre mère et vous étiez sur scène, faire le numéro habituel, votre père se transperçait le corps, etc., descend dans le public. Ouais. 2 personnes
sont là attablés, visiblement fascinés, un peu plus que d'habitude, parlent très attentives au spectacle, et c'était 2 professeurs. Racontez-nous cette rencontre. Oui, ce soir-là, nous avions donc ces 2 personnes pratiquement à la première table devant la scène, c'était à quelques mètres à peine, et qui, à chaque salut de mon père, applaudissaient vraiment à tout rompre, à tout rompre, et en plus en lançant des colossales, fantastiques. Ces 2 personnes, ils sont contents, bien. Et puis, à la fin du spectacle, le directeur du local demande à mon père s'il pouvait éventuellement recevoir 2 personnes qui étaient vraiment fascinées par ce travail. Mon père, très aimable, de toute façon, il a toujours répondu à toutes les questions, il n'avait rien à cacher, il dit aucun problème, ils peuvent venir. Et c'est avéré que ces 2 personnes étaient des professeurs de l'université de psychologie de Tübingen, qui justement travaillaient sur un programme de la douleur. Oui. Donc, il est évident que le spectacle auquel ils venaient d'assister cadrait exactement dans les recherches. Complètement, complètement. Venait à ce stade-là. Bien. Et l'homme a donc commencé à poser des questions très pertinentes à mon père et s'est rendu compte tout de suite qu'il n'avait pas affaire seulement, disons, à un artiste de variété, seulement, disons, à un Indien, un fakir vêtu d'Indien sur scène, mais à un homme qui semblait en connaître plus long que... Et qui avait une vraie réflexion sur ce qu'il vivait. Exactement. Une vraie recherche. Donc, après les questions et après s'être rendu compte qu'il avait en face de lui quelqu'un d'exceptionnel, je pense que je peux le dire sans honte, et bien, il a demandé s'il pouvait revenir le lendemain avec un petit appareillage pour pouvoir faire quelques tests éventuellement sur le travail. Après avoir demandé l'autorisation également au chef de l'établissement, aucun problème. Donc, le lendemain, ces 2 personnes sont revenues. On commençait à mettre des électrodes de partout à mon père. Oui. Et mon père a fait son numéro, complètement hérissé d'électrodes. Bon. Et visiblement, les résultats ont été intéressants puisque donc ce docteur a demandé après si mon père pouvait se déplacer et aller au laboratoire, à l'université même, pour pouvoir faire des recherches plus approfondies. Ouais. Et pendant pratiquement 2 ans, nous avons fait à chaque occasion des haltes à Tübingen pour pouvoir continuer ce programme de recherche avec le professeur Wolfgang Labick. Alors, ça consistait en quoi exactement? Que faisait votre père avec ces 2 chercheurs? Bien. Alors, il a commencé évidemment par reproduire en laboratoire les expériences qu'il faisait normalement sur scène. Après, évidemment, les questions se sont un peu compliquées. Et ce qui intéressait fort le professeur Labick, c'est qu'il est évident que, à l'occasion de ses recherches, il a pu voir d'autres personnes capables de se mettre dans un état de transe, disons, dans un état tel que la douleur est très peu ressentie, mais ces personnes étaient obligées d'être dans un milieu calme, d'être dans un milieu, par exemple, allongé ou dans une certaine posture. Le fait d'être en transe ne leur permettait plus de faire quoi que ce soit. Ce qui étonnait le plus, donc, le cas de mon père, c'est que non seulement il était capable de se mettre dans cet état de transe, mais de garder quand même une certaine conscience pour pouvoir donc marcher, pour pouvoir prendre les instruments et pour pouvoir réaliser son spectacle. Et cela sous n'importe quelle condition. C'est-à-dire que vous imaginez très bien, lorsqu'on fait un spectacle, la musique est à fond. Nous avons travaillé dans les discothèques, nous avons travaillé vous le disiez tout à l'heure, dans les cinémas. Ce ne sont pas des conditions de laboratoire. On peut pas dire non. Ce ne sont pas non plus des conditions de recueillement comme on pourrait voir certains moines tibétains en Himalaya. Ce sont des conditions très difficiles. Et c'est ce qui a épaté le plus ces gens-là. Avec quelle facilité donc mon père pouvait rentrer et sortir de son état de transe, ou de léthargie dans laquelle il se mettait, de semi-léthargie dans laquelle il se mettait. Et est-ce qu'ils ont réussi à en tirer des conclusions? Est-ce qu'ils ont réussi à comprendre comment est-ce que votre père réussissait à fonctionner? Eh ben, c'est justement là toujours le même problème. C'est-à-dire que toutes les personnes auxquelles nous sommes confrontés ont demandé à un moment donné à mon père, mais comment faites-vous? Pouvez-vous l'expliquer? Oui. Pouvez-vous l'enseigner à votre fils? J'étais toujours la cible idéale parce que justement, je suis là à côté, je traduisais en plus. Bon, mais pourquoi vous ne l'expliquez-vous pas à votre fils? Malheureusement, c'est un travail purement personnel. Je connais la théorie, évidemment, je sais plus ou moins comment elle s'y prenait, mais c'est un travail que nous devons développer nous-mêmes. Donc, à force d'explications, je me rappelle toujours d'un exemple que mon père avait donné à ce professeur. Il est écoutez, professeur, je vais vous expliquer, vous allez voir. Tendez votre main. Alors, le professeur tend sa main. Il dit,
tendez votre doigt maintenant, votre index, le professeur tend son index. Ouais. Bougez votre index, professeur. Le professeur bouge son index, et voilà. La question est, comment faites-vous? Voilà. Êtes-vous capable de m'expliquer comment vous faites pour bouger votre index? Il n'y a absolument aucune explication, c'est vous qui le voulez. Ouais. J'ai poussé la chose plus loin, simplement, je peux activer mes systèmes, comme vous système bougez cardiaque, votre les index. reins, et comme vous bougez votre index, simplement, c'est un travail. Ouais. Et il entretenait ce travail tous les jours, votre père, lorsqu'il n'y avait pas, parce qu'il y a eu des périodes où il n'y avait pas des représentations, évidemment. Curieusement, on va dire, au point de vue transpercement, non. Non, mais oui, Au peut-être. point de vue recherche, oui, parce qu'il était constamment en train de chercher plus loin. C'est-à-dire qu'il était vraiment très curieux de savoir, arriver à prouver vraiment si l'esprit est quelque chose de séparé du corps, si on peut arriver, suivant ce que on écoute bien souvent dans les choses paranormales, se projeter à quelqu'un à distance, si on peut faire le voyage astral, enfin ce genre de choses. Ouais. Donc évidemment qu'il était constamment à la recherche parce qu'il y a encore beaucoup à découvrir dans ce domaine. Hein. Je vous Il le est mort confirme, certainement avant d'avoir pu terminer tout ce qu'il voulait. Tout à fait, ouais. Donc il continuait à chercher quand même, malgré tout. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons émigré en 1982 au Paraguay, c'est-à-dire que le travail sur scène lui prenait énormément de temps, et le fatiguait aussi parce que ce n'est quand même pas si facile que ça. Et il a désiré donc se retirer dans un pays plus tranquille, mener une vie de retraité, disons, afin de pouvoir pousser plus loin ses recherches. Ouais. Et de changer complètement d'activité d'ailleurs. Exactement, oui. Ouais, et vous aussi. Nous l'avons suivi. Par la même occasion. On y reviendra tout à l'heure. Parlons de la collection dans laquelle votre livre a été publié. Cette collection, donc, dans l'éditeur s'appelle Book e-book, comme book en anglais, et e-book comme book sur Internet, quoi. Book e-book. C'est dans la collection Zététique. Oui. Bon, dirigé par un professeur qui s'appelle Henri Brock, qui n'est pas spécialement connu comme étant le plus croyant. Non, j'emploierais même pas le terme de croyant, mais comme étant quand même connu, comme étant peut-être un des Français les plus sceptiques dans le domaine du paranormal. Et alors, c'est là, oui, je comprends très bien votre réaction. J'ai déjà eu d'ailleurs plusieurs réactions d'autres personnes qui s'occupent du paranormal. C'est intéressant, ça donne du crédit à votre livre. Et à l'histoire qu'il contient, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que j'ai moi-même, je n'ai rencontré qu'une fois Monsieur Brock, mais j'ai eu énormément de courriers avec lui. Nous avons échangé beaucoup de courriers. C'est une personne qui doute, qui cherche la vérité. C'est-à-dire qu'on entend tellement de choses sur 1000 fakirs, vous allez avoir 999 charlatans. Oui, ça, je veux bien vous croire. Où celui qui reste c'est un fou, carrément. Alors, non mais c'est vrai. Votre père lui disait, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc c'est très difficile de savoir la vérité. Mais à force de parler avec lui, enfin d'échanger nos courriers, je me suis rendu compte que c'est une personne qui était prête à croire à condition qu'on lui prouve. Et mon récit, les photos que je lui ai montrées... et les expériences menées avec le professeur Larbig en Allemagne. On prouvait que c'était vrai. Donc maintenant, évidemment, il ne faut pas tout rejeter en bloc. Parce que bien souvent, il y a une guerre, semble-t-il, entre les zététiciens et les parapsychologues. Oui. C'est une guerre infernale. Je m'amuse à regarder sur Internet des fois, mais c'est incroyable. Et moi, je suis exactement entre les deux. C'est-à-dire que mon père non plus ne croyait pas au surnaturel. Le problème, c'est que c'est peut-être un jeu de mots. Surnaturel, ça veut rien dire. De toute façon, c'est peut-être rare comme expérience. Mais c'est naturel quand même. Occulte, peut-être à la limite, c'est une science occulte, oui, parce qu'elle est très peu connue. Mais c'est possible. C'est possible à réaliser. Il y a énormément de choses qui sont possibles à réaliser. Maintenant, le problème, c'est pour les prouver en laboratoire. Parce que, comme disait mon père, comme je vous le disais tout à l'heure, il est impossible d'expliquer à une autre personne, il lui était à lui-même impossible d'expliquer à une autre personne comment il faisait. Donc, pour mettre cela en bocal, pour mettre cela sous sachet cellophane et pour montrer ça dans un laboratoire, c'est extrêmement difficile. Donc lorsque l'on parle d'un esprit, par exemple si on aimait l'idée que l'esprit peut voyager, peut revenir, sortir du corps, on ne peut pas le prendre, on ne peut pas le mettre en bocal, c'est impossible. On ne peut pas avoir la preuve absolue. Par contre, on peut émettre cette idée, parce que mon père le disait très bien, je sors en partie de mon corps afin de pouvoir réaliser ce travail. Et nous en avons les preuves, puisque ça, oui, c'est faisable en laboratoire. Oui. Et il l'a fait en laboratoire, de toute façon. Il s'est transpercé, il a montré ce qu'il faisait, l'état dans lequel il se mettait a été mesuré, etc. Enfin, donc, et c'est
Eh bien, j'allais dire grâce à ça. Oui, c'est grâce à ces preuves scientifiques que votre livre s'est retrouvé publié dans la collection Zététique. Exactement, oui. Ouais. C'est ça qui le rend encore plus intéressant et qui donne du crédit à l'histoire de votre père. Si vous parlez à beaucoup de personnes qui s'occupent de parapsychologie, convaincre Monsieur Brock, ce n'est pas facile. Oui. Bah, il faut apporter des preuves très solides, quoi. Voilà. Béton même, si je peux me permettre. Alors, votre père, pour continuer dans cette voie-là, votre père et vous, et ça vous en parlez, vous avez rencontré beaucoup de charlatans quand même. Hein. Oui, bien sûr. Et d'escrocs. Et c'est ce qui est triste d'ailleurs, parce que lorsque nous rentrons dans ce domaine-là, ça ouvre les portes, disons, de l'espoir. C'est immense comme retombée. C'est-à-dire qu'on en revient à parler à l'esprit. En parlant de l'esprit, on revient à parler de la réincarnation. On revient à parler au monde de l'au-delà. On revient à tous ces domaines qui sont très populaires, mais très méconnus. Maintenant, si je peux lancer un message à l'audience, c'est que oui, il existe de trop nombreux escrocs. Oui, heureusement qu'il existe des personnes comme M. Brock qui cherchent à les démasquer. Mais oui, cela existe. Il faut continuer les recherches dans ce sens-là. Voilà, il faut réussir à trier le bon du mauvais. Exactement. Sachant que le bon, il n'y en a pas beaucoup quand même. Non. Ça, il y en a vraiment pas beaucoup. Ne parlons pas, là je change de sujet, mais ne parlons pas des escrocs que vous avez croisés dans le milieu artistique, agents, tout ça. Ah oui. Vous en avez croisé de jolis pères quand même. Ah oui, pas mal, oui. C'est-à-dire que ce qui était très difficile pour mon père, c'est que par exemple, il était trop bon. Nous participions, c'est pour ça que c'est très difficile au public en général de faire la part du vrai du faux. Parce que je me rappelle très bien que nous avons participé à plusieurs festivals de soi-disant magie ou festivals de sorcellerie. À l'Olympia, par exemple. Inclus à l'Olympia. Quand vous êtes produit à l'Olympia, festival de sorcellerie. Oui. Voilà. Et il y avait un hypnotiseur qui était du pipeau complet. Du pipeau complet. C'est-à-dire que, évidemment, il endormait toute la salle, il prenait toute la salle, tous les gens qui montaient sur scène. Hein, qui étaient des barons, comme on dit dans le métier. Qui sont des barons. Des complices. Et il y a la fameuse scène où l'hypnotiseur dit « vous avez chaud, commencez à vous déshabiller hein, ». Et à l'époque, la fille qui pouvait enlever son soutien-gorge avait 20 francs de plus. C'était le cachet. Voilà, c'est ça. Alors après ce genre de numéro, vous mettez un fakir, évidemment. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que mon père également n'a jamais voulu écrire un livre. Parce qu'il me disait toujours, comment vais-je pouvoir faire montrer au public la différence ? Parce que justement, cet hypnotiseur pipeau, comme vous venez de le dire... écrivait pas mal de bouquins. Il en a écrit, hein. Il doit encore continuer à en écrire. Il n'a jamais été capable d'hypnotiser qui que ce soit. Oui. Ça. Votre père, est-ce qu'il était trop bon ? Il était très ouvert vers les autres. Il discutait volontiers. Oui. Il argumentait volontiers. Est-ce qu'il était trop bon ? Enfin, oui, c'était une personne très bonne. Ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'on ne l'a pas pris au sérieux et qu'il est né, disons, peut-être trop tôt, dans le sens où il n'y avait pas autant de systèmes de communication à l'époque où il est né, que le peu de personnes qu'il a fréquentées ne l'ont jamais pris au sérieux. Sinon, on aurait, je pense, pu faire avancer pas mal de recherches dans le domaine médical. Et je trouve ça triste. Et alors, il en a été un peu dégoûté. Il a été, disons, en grande partie dégoûté du système, dégoûté que l'on donne trop d'importance à des choses qui n'en ont pas. Et c'est pour cette raison qu'il a décidé de travailler seul. Il ne faisait partie d'aucun club de parapsychologie, de rien du tout. C'est-à-dire qu'il a décidé de travailler seul, de continuer ses recherches seul. C'est pour cette raison qu'il a monté son travail de fakir afin de pouvoir survivre, voyager dans le monde, faire ses recherches lui-même, et après de s'isoler tout seul. Voilà, de s'exiler complètement en Amérique du Sud. Exactement, oui. Ce qui est triste. Jean-Luc Goubet, une pause et vous allez nous raconter, vous commencez par ça, la disparition de votre père, et ensuite à la fin du livre, vous y revenez, bien entendu, parce que vous avez vécu des choses pas tout à fait normales, très particulières. Oui, c'est vrai. Et donc, on va en parler juste après.
La nouvelle chanson de Mickey 3D, La mort du peuple sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Nous parlons des fakirs. Tout à l'heure, Jean-Jacques Charbonnier, après Jean-Luc Goubet viendra nous rejoindre. Jean-Jacques Charbonnier qui est docteur en médecine, qui est anesthésiste, réanimateur et spécialiste de la douleur, viendra nous apporter ses lumières scientifiques quant à la vie qu'a eu ce fakir extraordinaire Ben Goubet. Vous pouvez venir nous rejoindre, évidemment, je vous y invite au 0826 300 300 ou encore par SMS, vous tapez le mot Sud, un espace, votre question, votre réaction. Je me ferai votre porte-parole. Vous envoyez le tout au 71 200. Jean-Luc Goubet est en notre compagnie. Nous plongeons depuis presque une heure maintenant à l'intérieur de ce très beau livre qu'il a écrit, paru aux éditions Book e-Book. Quand je dis i, c'est e en anglais, hein. C'est pour ça, c'est Book e-Book en fait. Le livre s'intitule Ben Goubet, mon père ce fakir. Jean-Luc Goubet, revenons au début de votre livre, oui, puisque vous commencez par les circonstances tragiques de la disparition de votre père, qui est disparu dans des circonstances difficiles quand même. Oui, c'est-à-dire que le retrait, son désir de prendre une retraite dans un pays sud-américain éloigné de tout, n'est pas en dehors de tout problème financier. Oui, oui. Donc malheureusement, je pourrais dire que mon père est mort dans la misère. Et côté médical, c'était pas ça non plus, hein? Non, absolument aucun secours médical dans ces pays-là. Malheureusement, les ressources médicales sont très pauvres. Ouais. Donc mon père est décédé et de quoi est-il mort? Bon, nous avons, il faisait de l'hypertension suivant les médecins et il est mort d'une hémorragie méningée simplement. D'accord. Et alors, le moment de sa disparition. Et là, vous saviez, parce que vous en aviez parlé plusieurs fois avant, etc., qu'il était capable d'arrêter son cœur ou de se mettre en léthargie totale, comme s'il était mort, pendant plusieurs jours. Oui, c'est-à-dire que mon père s'est intéressé au fait qui est quand même assez connu, c'est ce qui lui avait mis la puce à l'oreille, disons, vous savez, c'est assez souvent dans le monde, c'est quand vous commencez à regarder les journaux, puis maintenant avec Internet c'est plus facile, qu'on s'étonne de retrouver quelquefois des personnes après plusieurs jours sous un éboulement quelconque. Oui. Miraculeusement, après 8 ou 9 jours de l'éboulement ou d'un tremblement de terre ou quoi que ce soit, la personne est retrouvée vivante. Et mon père avait voulu savoir le pourquoi. Et il a commencé à travailler l'histoire de l'hibernation qu'il appelait. C'est-à-dire qu'il s'était rendu compte, et c'est connu aussi de tous les zoologistes, que certains animaux se mettent en hibernation. Bien sûr, pendant chaque saison, pendant plusieurs mois. Il était persuadé, et il l'a prouvé, que le corps humain peut faire la même chose. C'est-à-dire qu'il était capable de se mettre en état de léthargie et rester jusqu'à 28 jours sous terre, sous 1,50 m de terre à 2 mètres. Avec juste un drap dessus, hein. Juste un drap dessus, oui, à même la terre. Ouais. Parce que curieusement, le corps a besoin d'oxygène. Enfin, ça peut paraître curieux, mais bon. Lui, il l'expliquait comme ça, en tout cas. Voilà, il l'expliquait comme ça. Et comme je le regrette encore, maintenant, il a quand même beaucoup plus de moyens de vérifier les choses. Et mon père est né trop tôt, on n'a pas pu le faire. Mais donc, il avait cette possibilité-là. Et ayant développé cette possibilité sur son corps avait pris un certain automatisme qui échappait un peu à son contrôle. C'est-à-dire qu'en cas de danger extrême, se plongeait automatiquement dans cet état. Voilà, c'est-à-dire que comme il l'avait expliqué à un scientifique, vous apprenez à marcher, vous tombez, vous relevez, vous tombez, etc. Et une fois que vous avez appris à marcher, c'est inscrit à jamais dans votre cerveau, et après vous marchez sans même y penser. Sans même y penser, voilà, c'est exactement. Avait travaillé sur lui cette technique qui fait que sans y penser, ça s'enclenchait. C'était la sécurité qui s'enclenchait en cas de danger. Alors c'est ce qu'il m'expliquait toujours, mon fils. Il me disait, fiston, lorsque je serai déclaré mort, surtout fais extrêmement attention. Oui. Il existe une possibilité que je sois simplement en état de léthargie, parce que malheureusement, malgré tous les contrôles que nous avons actuellement, il est encore possible, malgré que le corps médical dise non, mais il est encore possible que nous arrivions à enterrer des personnes encore en état d'hibernation, c'est-à-dire vivantes. C'est-à-dire, en plus, en Amérique du Sud, avec l'état de la médecine dans laquelle vous l'avez trouvé. Exactement, donc le risque était encore beaucoup plus grand. Là, bon. Alors, lorsque mon père est décédé à l'hôpital, ma première préoccupation était la suivante, comme il n'était absolument pas possible de savoir si mon père était dans cet état, disons, léthargique, ou mort réellement, je devais emporter le corps avec moi et m'isoler avec lui jusqu'à réellement avoir la preuve certaine que c'était un décès ou c'était un état léthargique. Donc ma première préoccupation a été, remarquez là-bas c'était relativement facile,
c'est-à-dire de sortir le corps de l'hôpital sans avoir à passer par, disons, les pompes funèbres qui auraient pu me le traiter au formol. Bien donc sûr. Là, c'était fini. Ouais. Et j'ai dû donc sortir le corps intact de l'hôpital et l'emporter chez moi dans la campagne et surveiller. J'ai surveillé pendant pratiquement 12 jours avant de pouvoir décréter que mon père était décédé. C'est-à-dire que ce qui encore plus nous mettait le doute, nous avions avec nous un couple d'amis qui a d'ailleurs été fort étonnés de la situation, c'est que le corps ne présentait absolument aucune décomposition. Pourtant, dans ce pays, il fait extrêmement chaud. C'était en décembre, il fait plus de 40. Ouais. Nous étions avec un taux d'humidité extraordinaire. Un taux d'humidité extraordinaire. Et en règle générale, et tout corps voilà. Commence son processus de putréfaction quelques heures après. Ah oui, quelques heures après. Et au bout de 3 jours, c'est intenable. Ah, c'est intenable. Donc nous avions le corps chez nous, dans la salle à manger, pendant 12 jours. Et il n'y avait absolument aucune mouche. Nous étions dans la campagne, en plus, dans un pays tropical avec des mouches, des moustiques, tout le genre d'insectes possible, imaginable. Tous les chiens errants aussi qui auraient pu venir. Parce que et le corps semblait intact. Au bout de 12 jours, il a littéralement séché. Je pourrais dire momifié. Enfin, je ne sais, peut-être les gens ont mal interprété mes mots, mais le corps n'a pas pourri, ne s'est pas décomposé, il a séché. Et lorsque j'ai vu que le corps était sec, il n'y avait plus rien à faire, donc ce n'était pas l'état d'hibernation auquel on aurait pu s'attendre. Ouais. Et nous l'avons enterré. Et nous l'avons enterré derrière la maison que j'ai là-bas dans la campagne au Paraguay. Simplement. Et alors, votre épouse, on n'en a pas parlé, était enceinte. Oui, à ce moment-là, mon épouse était enceinte, oui. De votre premier fils, qui s'appelle Lucien. Oui. Comment est venu le choix de ce prénom? Alors là, c'est une histoire vraiment abracadabrante. Lorsque mon père, de son vivant, a énormément travaillé, donc ses sorties spirituelles, si on peut dire ça comme ça, et m'a toujours dit, tu vas voir fils, s'il existe une seule possibilité de pouvoir faire contact après un décès, je vais le faire. Et tu auras de mes nouvelles. Évidemment, lorsqu'une personne est vivante et vous dit ça, ça semble totalement incohérent. Et moi-même, j'y croyais, mais disons à moitié. Or, il s'est trouvé que quelque temps après le décès de mon père, ma femme, qui ne connaissait pratiquement pas mon père, puisqu'elle l'a vu 2 fois en tout et pour tout dans sa vie, qui ne connaissait pas son nom non plus, parce que tout le monde le connaissait sous le nom de Ben Goubet, à la limite Ben, le surnom Ben, tout le monde l'appelait comme ça, un jour se met à rêver à mon père et me dit, tiens, j'ai rêvé à ton papa. Un extraordinaire là-dessus, tout le monde peut rêver à n'importe qui, c'est pas une preuve de choses extraordinaires. Mais la chose qui m'a mis quand même froid dans le dos, c'est qu'il m'a dit, tiens, ton papa, curieusement, dans son rêve, me disait que c'était un rêve bizarre parce qu'il me disait qu'il ne s'appelait pas Ben, sinon qu'il avait un nom de fille qui s'appelait Lucia, parce que ma femme ne parlait pas le français et elle avait mal compris. Lorsqu'elle m'a dit le nom Lucia, j'ai senti vraiment un froid dans le dos, parce que mon père, dans le civil, s'appelait Léon Lucien. C'était son deuxième prénom, c'était même pas le premier, c'était le second. C'était son deuxième prénom. Ma femme n'avait absolument aucune possibilité de connaître ce deuxième prénom. Ça m'a fait froid dans le dos et j'ai commencé à essayer de ressentir, à essayer de prêter plus attention aux détails de la vie, voir si réellement mon père allait me donner des signes depuis l'extérieur. Ouais. Et une chose, il s'en est passé plusieurs, mais une chose que je raconte dans mon livre et qui m'a vraiment, disons, apporté une preuve non seulement émotionnelle, mais une preuve physique, c'est que pratiquement 2 ans, 1 an et demi après le décès de mon père, ma femme rêvait très fréquemment à lui. Et 1 an et demi après son décès, elle me dit, tiens, j'ai encore rêvé à ton père cette nuit. Nous venions, nous, d'avoir un deuxième enfant, une petite fille. Ouais. Et dans mon rêve, ton papa est venu connaître sa petite fille. Et il apportait des bonbons. Comme tout grand-père. Comme tout grand-père aurait pu apporter des bonbons à sa petite fille. Jusque-là, il n'y a absolument aucun problème, il n'y a rien de surnaturel, il n'y a rien de paranormal, tout est normal. Sauf qu'une fois après m'avoir raconté ce rêve, nous allons dans notre salle à manger, et qu'est-ce que je trouve sur la table de la salle à manger, bien en évidence? 2 sucettes, dont nous n'avons jamais
été capable de pouvoir expliquer la provenance. Ouais. De savoir qui les avait amenés là. Et ouais. La seule explication, évidemment, ce n'est pas une preuve, comme si lorsque j'en ai parlé à M. Brock, ce n'est pas une preuve de laboratoire, mais c'est une preuve à moi, oui, personnelle, que quelque chose s'est passé. Combien de temps une personne après le décès reste en suspens, ou combien de temps cette intelligence continue d'exister, je ne sais pas, je n'ai aucun détail. Mais ce que je peux vous affirmer, c'est que oui, il y a une possibilité de survie. Oui, oui. Vous en êtes intimement convaincu. Ah, totalement. Ouais. Parce que je vous dis, non, les sucettes, j'ai bien lu quand même, enfin, mes enfants les ont sucées. Je ne les ai pas achetées, hein, ma femme non plus, elles étaient là. Ouais. Mais dites-moi, n'avez-vous, parce que évidemment c'est la question qu'on a dû vous poser des milliers de fois, n'avez-vous jamais eu envie, à votre tour, de travailler sur vous, de devenir fakir, en un mot? Oui, c'est une chose qui m'aurait plu, mais comme je le dis souvent, pour arriver au stade où mon père en était arrivé, il en était arrivé là par la force des choses, c'est-à-dire qu'il a dû tellement travailler cette science pour pouvoir en faire un spectacle tous les jours. C'est-à-dire que toutes les difficultés auxquelles s'affronte une personne qui travaille, en fait un travail, le forge. Ouais. Et pour pouvoir arriver à ce stade-là, il faudrait que je repasse 30 années de fakir. Et maintenant, c'est un peu tard. Vous comprenez c'est-à-dire que toutes les difficultés auxquelles s'est affronté, la possibilité de se mettre en transe dans n'importe quel endroit, sous n'importe quelle condition, dans n'importe quel état physique de fatigue, parce que lorsque vous voyagez, vous prenez 10 ou 15 heures l'avion, vous arrivez, 2 heures après, vous êtes sur scène en train de travailler. Donc, ce sont des efforts extrêmes à faire. Ce sont des expériences qui vous forgent et que je ne peux pas repasser par tout ça. Ouais. Mais vous l'avez dit au début, votre père est d'origine lyonnaise. Oui. Comme vous d'ailleurs. Exactement, mais oui. Comment se fait-il qu'un Lyonnais comme lui est devenu fakir ou s'est intéressé au fakirisme? Eh bien, c'est une histoire assez abracadabrante parce que je vous ai expliqué à un moment donné que mon père était extrêmement sensible et très douillet. Très douillet, oui. Alors qu'il se transperçait avec des stylets, des fleurets. Ça semble un paradoxe, mais c'est comme ça. Et justement, c'est à cause de cette sensibilité qu'il a voulu, en étant petit simplement, il a écouté dans les conversations de famille, comme tout enfant a pu écouter certainement, que les personnes étaient capables de se coucher sur des planches à clous sans rien ressentir, ou étaient capables de se transpercer sans rien ressentir. Et chose curieuse, cette sensibilité qu'il avait, cette extrême sensibilité, comme quelques personnes l'ont encore de nos jours, font qu'il était pratiquement insensible aux anesthésiques. C'est-à-dire qu'on pouvait lui faire n'importe quel anesthésique, qu'il ressentait toujours la douleur. Mon père était rebelle, il était même très difficile à saouler, on ne pouvait pas le saouler, c'est-à-dire qu'il avait toujours conscience. Il en a fait des paris, comme ça il pouvait prendre un litre de whisky, que ça le faisait pas bouger. D'accord. Il sentait toujours, il avait toujours sa conscience. Et c'était un handicap énorme, me dit-il, parce que, par exemple, pour aller au dentiste, ou pour aller n'importe quoi, on lui faisait l'anesthésie, vous ne sentez plus rien? Non, mais oui, il le sentait toujours, il avait toujours cette sensibilité. Donc, il a voulu savoir s'il existait la possibilité de pouvoir éliminer la douleur par une façon différente d'un médicament. Et si la volonté pouvait faire l'affaire, ben oui. Et donc, il a passé toute sa vie à travailler dans cette voie-là. Exactement, oui. Pour conclure, quel est le message qu'a laissé votre père finalement? Eh bien, je crois que c'est le plus beau message qui puisse exister parce que est-ce que je tenterai et que je tentais de donner dans ce livre, c'est de dire aux personnes qui croient en l'au-delà ou qui, même celles qui n'y croient pas, de continuer à chercher, de continuer à creuser cette question. Parce que oui, j'en ai l'intime conviction, j'ai eu moi-même des preuves que malheureusement je ne peux pas mettre en laboratoire, refaire maintenant. Mais oui, si les personnes veulent croire en ma sincérité, oui, il y a quelque chose après. Merci beaucoup Jean-Luc Goubet en tout cas de nous avoir accompagnés ce soir. Et puis je recommande vraiment à ceux et celles qui nous écoutent très chaudement votre livre qui est d'abord un très beau témoignage d'un père à son fils et puis
une vie extraordinaire également de celle de votre père qui était fakir. Donc ce livre s'appelle Ben Goubet, mon père ce fakir. Alors Ben Goubet, B-E-N, Gou, G-H-O-U, il a orientalisé son nom. Hein. Oui, Goubet, B-E-T, c'est devenu Bey, comme voilà. B-E-Y, ce qui est pas mal. C'est plus artistique, c'est plus show business, quoi. C'est plus show business, c'est vrai. Donc c'est aux éditions Book, donc Book, B-O-O-K, E, B-O-O-K, book, e-book. Et le site, c'est bookebook.com, tout simplement. Oui. Voilà, où on peut se le procurer. Vous pouvez aller à la FNAC, le commander, il est référencé, il n'y a aucun souci. Donc, c'est Ben Goubet, mon père, ce fakir. Merci beaucoup, Jean-Luc Goubet. Merci à vous. À très bientôt, au revoir. À très bientôt, merci. Très joli témoignage d'un fils pour son père. Il a vécu des choses assez extraordinaires, ce fils, en accompagnant son père qui ne l'est pas et qui ne l'était pas moins extraordinaire, ce fakir Ben Goubet. Vous pouvez venir participer à la discussion qui va suivre ce très joli témoignage en nous appelant au 0826 300 300 ou en nous envoyant tout simplement vos réactions, vos questions par SMS Sud, un espace, votre question, votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200. Jean-Jacques Charbonnier, bonsoir. Bonsoir Lou Benelli. Jean-Jacques Charbonnier, je rappelle qui vous êtes. Vous êtes docteur en médecine, vous êtes anesthésiste réanimateur et vous avez travaillé évidemment de par votre métier sur la douleur. Vous avez suivi attentivement ce témoignage. Alors, hormis le côté humain, cette tendresse et ce regard du fils pour son père, qui était une idole, et on le comprend aisément. Quelle est votre réaction, vous, après avoir écouté ce témoignage? C'est un témoignage remarquable. Le père de Jean-Luc Goubet était nécessairement quelqu'un d'exceptionnel, capable de sécréter des endorphines, ces fameuses hormones qui luttent contre la douleur. Mais vous savez, dans le cadre de mon métier anesthésiste, je suis surpris par certaines possibilités de certaines personnes. Il y en a qui ont besoin de très peu de morphinique pour être anesthésiés, d'autres de beaucoup plus. La capacité du cerveau, c'est 10%, on utilise à peine 10%. Imaginez que l'on puisse multiplier par 2, on atteindra à peine 20% de cette capacité. J'ai des collègues anesthésistes en Suisse qui font des opérations telles que les thyroïdectomies, l'ablation de la thyroïde, sous hypnose, avec très 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 peu de produits. Donc il est sûr que la conscience et la capacité cérébrale des individus varie et pourquoi pas supprimer toute douleur comme le fait ce fakir. C'est un petit peu galvaudé le terme de fakir. Il a souligné à plusieurs reprises qu'il y avait au milieu des charlatans. Et c'est bien dommage, parce que lorsque vous avez des gens comme ça qui ont ces capacités extraordinaires de supprimer la douleur et d'arriver à ralentir le cœur, à avoir des possibilités d'agissement sur les fibres musculaires lisses, puisqu'il le fait aussi. Oui, non, mais ça c'est des calculs. C'est extraordinaire. On ne peut être qu'admiratif. Ouais. Et en plus, il l'a dit lui-même. Son livre a été publié par le professeur Henri Brock, un adepte de la zététique. Alors les zététiciens, ce sont, vous savez, pourtant des sortes de terroristes intellectuels qui ne comprennent pas ce qui n'est pas démontrable. Alors à partir de là, pour caricaturer la chose, imaginez un instant un zététicien pris dans les années 80 et projeté de nos jours en 2006. On lui donne un téléphone portable et on lui dit vous allez pouvoir appeler New York quelqu'un que vous connaissez qui est là-bas. Eh ben, il va nier l'événement. Il va dire non, il n'est pas à New York parce que on ne peut pas. Oui, sauf que là, voilà. Mais là, ce que vous dites est caricatural. Sauf que là, on peut le prouver, bien entendu. Mais non, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le professeur Henri Brock a accepté de publier dans la collection qu'il dirige, la collection zététique, ce livre parce que justement, cet homme Ben Goubet s'est livré à des expériences en laboratoire.
laboratoire, notamment avec le docteur Wolfgang Lerbig, des expériences qui ont été tout à fait probantes et qui ont prouvé de manière certaine qu'il réussissait par la volonté de son esprit à pouvoir imposer aux différents éléments de son corps à faire ce qu'il voulait. Vous vous rendez compte, faire monter son cœur à 250 pulsations minutes pour transformer le sang en espèce de liquide très épais pour ne pas faire saigner les blessures, être capable de rester 28 jours en hibernation totale. C'est une capacité à maîtriser son corps exceptionnelle quand même. Et tout à fait faisable si on en croit les possibilités de concentration de certains taoïstes, etc. Oui, Même oui. l'arrêt cardiaque, j'ai bien écouté la façon dont il donc avait induit son arrêt cardiaque. Il a fait une compression carotidienne. En fait, c'est le jeu du foulard, quoi. Hein. Oui, oui. Donc, rappelez encore aux auditeurs le danger de ce jeu qu'il faut absolument pas. Ah oui, il faut bannir. Non, oui, ça on faire, s'amuser à faire des choses comme ça. Oui. Attention, là, Ben Goubet, ça a été 30 ans de travail et de volonté de tous les jours à travailler sur lui-même. Hein. Et puis, il y avait une recherche de sagesse et de philosophie sous-jacente à tout ça, quand même. Hein. Bien sûr. Donc, voilà. Mais vous savez, actuellement, la science s'interroge beaucoup. On en a déjà parlé sur votre antenne. À l'initiative de Sonia Barkala, le 17 juin prochain, à Martigues, aura lieu les premières rencontres internationales sur les expériences de mort imminente, et on parlera justement de ça. Il y aura le docteur Pim van Nomen, cet cardiologue des Pays-Bas qui a déjà publié dans The Lancet, qui parlera de la conscience et du cerveau, des états de conscience modifiés. Il y aura également le docteur Sylvie Detolias, qui est un chercheur en biologie moléculaire en Suisse, qui parlera, elle, des expériences hors du corps. Donc vous voyez que la médecine moderne s'intéresse de plus en plus à tous ces phénomènes de décorporation, à tous ces phénomènes out-body décorporation, comment on Oui. Les OBE. Oui. Alors justement, Jean-Jacques Charbonnier, vous parlez de Sonia, son nom de famille ? Sonia Barkala, oui. Sonia Barkala, elle est avec nous au bout du fil. Sonia Barkala, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci de venir nous rejoindre. Vous avez écouté une partie de l'émission et du témoignage de Jean-Luc Goubet ? Oui, une partie seulement, puisque je reviens justement de Toulouse. Ah, très bien. J'étais en tournage justement avec le docteur Charbonnier. Oui. Et Jean-Jacques m'a appelé pour me dire qu'il y avait cette émission. Et Jean-Luc Goubet aussi m'a écrit un mail. Oui. Donc je l'ai pris en cours et je suis restée par terre. Ah oui, son père était capable de choses tout à fait étonnantes, hein. Mais moi, l'information qui m'a le plus surprise, on va dire, c'est le fait que, et c'est la question que je pose, hein, peut-être que j'ai mal entendu, est-ce que les zététiciens cautionnent la sortie hors du corps ? Alors écoutez, je vais pouvoir vous répondre. Oui. Nous n'avons pas le docteur Brock avec nous pour qu'il puisse vous répondre de manière précise, et donc je ne me permettrai pas de répondre en son nom, mais je vous dirai ce que moi j'ai compris. C'est absolument pas. Il ne cautionne absolument pas la sortie hors du corps. Là, ce qui a intéressé le docteur Brock, c'est les expériences qui ont été menées en laboratoire, qui ont été tout à fait probantes sur la capacité à cet homme exceptionnel, parce qu'il était exceptionnel, à annihiler la douleur, c'est-à-dire vraiment comme s'il avait un interrupteur, à stopper la douleur, à ne pas la ressentir lorsqu'il s'enfonçait des épées, un fleuret par exemple à travers la langue, à travers la gorge, à travers l'abdomen, enfin des choses qu'on ne supporterait pas, dont on supporterait pas le dixième, quoi, évidemment. Voilà, c'est ça qui l'a vraiment intéressé. Oui. Sous l'égide de la zététique, et dans ce livre, il est clairement dit qu'il y a donc cette sortie de corps. Donc, s'il publie un ouvrage dans lequel il est mentionné qu'il y a la possibilité de sortir du corps, ça veut dire quelque part, je pense que Sonia Barkala a raison, qu'il cautionne ce qu'il y a écrit dans ce livre. Quand un éditeur édite un livre dans lequel il y a un certain nombre de données, il cautionne les données qu'il y a dans ce livre. Il est responsable de l'écriture du livre. C'est l'éditeur qui est responsable. Si vous permettez, à mon sens, le débat ne se situe pas là. D'ailleurs, j'espère que un jour on aura le grand plaisir d'avoir Monsieur Brock avec nous pour discuter avec lui et savoir. Non, mais ce qui l'a réellement séduit, c'est l'aspect humanitaire et familial, ce témoignage du fils vers son père pour ce très joli message et ses capacités hors normes qu'avait ce fakir
Ben Goubet. Et quant à parler des sorties hors du corps, il n'en a pas parlé expressément, puisque il a parlé surtout des capacités qu'il avait à avoir une emprise sur tous les éléments de son corps, sur les reins, sur le cœur, sur la carotide, sur tous ses muscles, et c'est ça qui est l'objet essentiel du livre. Je relis, j'ai en face de moi le mail de Monsieur Goubet, et qui dit que d'après lui, d'après son père, c'est l'esprit qui ressent et non le corps, qui n'est qu'une machine, donc déduction simple et efficace, c'est l'esprit. Si l'esprit sort, la douleur n'existe plus. Oui. Voilà. Oui. Mais après, bon, on peut analyser ces métaphores comme on veut. Mais en tout cas, c'est comme ça que ce fakir Ben Goubet expliquait la capacité qu'il avait à se réfugier dans son cerveau pour pouvoir éteindre la douleur. D'accord. Voilà, en quelque sorte. Ça rejoint tout à fait les expériences de mort imminente où il y a effectivement ces sorties de corps qui sont... Et des guérisons miraculeuses, hein. Oui. En ce qui concerne, par exemple, Jean-Jacques Charbonnier, pour revenir non pas aux guérisons miraculeuses, mais à la capacité qu'avait Ben Goubet à se concentrer sur ses reins pour expulser les calculs rénaux. Ça, avouez que c'est fabuleux quand même. Oui, alors là, ça reste à démontrer si vous voulez. Oui, bien sûr. Oui. Il faut quand même garder une certaine distance, parce que vous savez qu'on peut également expulser de façon naturelle sans qu'il y ait tout à fait. Donc ce n'est pas les esthéticiens qui vont me contredire. En ce qui concerne le calcul, peut-être qu'au niveau de la conscience, on peut influencer les fibres musculaires lisses. Moi, ça ne me choquerait pas, parce que vous savez, les fibres musculaires lisses, il suffit d'en avoir la démonstration au niveau du tube digestif. Lorsqu'on est contrarié, lorsqu'on est stressé, on va avoir des contractions de ces fibres musculaires lisses, on va avoir des diarrhées, des dysenteries, etc. Et lorsqu'on est relâché, lorsqu'on arrive au contraire à avoir des capacités spasmolytiques. Donc, moi, ça ne me choquerait pas du tout que l'on puisse l'influencer, mais ça reste à démontrer quand même. Oui, tout à fait. Sonia, puisqu'on a le plaisir de vous avoir avec nous au téléphone, parlez-nous un petit peu de l'événement que vous êtes en train de monter, qui va se dérouler à Martigues. Donc là, on quitte le domaine des fakirs pour s'intéresser au NDE, c'est-à-dire aux expériences de mort imminente et de sortie hors du corps. Il va y avoir dites-moi si je me trompe, mais les meilleurs spécialistes mondiaux de ce domaine vont être présents à Martigues. C'est bien ça, c'est exact, avec l'exclusivité, on va dire, et puis la présence exceptionnelle du docteur Raymond Moody, qui, comme vous le savez, est le célèbre psychiatre américain qui a écrit La vie après la vie. Oui. Il y aura aussi tous les grands experts internationaux, comme le docteur Jean-Jacques Charbonnier et puis le docteur Jean-Pierre Jourdan. Il y aura le docteur Sam Parnia, le docteur Pin Van Lommel, le docteur Sylvie Detiola et puis le docteur Beauregard du Canada. Oui. Et c'est vraiment l'événement, j'ai envie de dire, à ne pas manquer, puisque c'est vraiment, on fait le bilan des 30 dernières années, et en se posant la question, où en sommes-nous, et puis quel est le regard maintenant des médecins, les blouses blanches face au récit d'expérience de mort imminente. Oui, tout à fait. Alors, ça va se dérouler à Martigues, quand exactement ? Le 17 juin, et à la halle de Martigues, donc, et on peut s'inscrire encore sur notre site www.nde30ans.com, 30 ans chiffres. D'accord, nde30ans.com, hein ? C'est ça. D'accord, le tout attaché, évidemment. Voilà, et avec un numéro de téléphone, si je peux me permettre, bien sûr, au 04 42 74 13 16. Pouvez-vous le redonner ? Oui, 04 42 74 13 16. Très bien. Merci beaucoup Sonia en tout cas d'avoir fait une petite incursion par notre émission Les Aventuriers de l'étrange. C'est moi qui vous remercie. Et puis on aura l'occasion de vous réécouter pour parler évidemment de ce colloque que vous avez organisé qui se déroulera le 17 juin à la halle de Martigues. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Jean-Jacques Charbonnier, le corps humain visiblement n'a pas fini de nous dévoiler bien des surprises. C'est sûr. En ce qui concerne la douleur surtout, moi je suis étonné de la capacité de certaines personnes à supporter certaines douleurs. Mais je crois surtout qu'il y a une image de la douleur face à la déflagration corporelle. Je me souviens notamment d'un enfant en très bas âge, moins de 4 ans, qui avait sa main coincée dans un hachoir à viande sur la table d'un charcutier. À l'époque, il n'y avait pas les... cet enfant-là, il n'avait pas l'image de la déflagration de sa main, il pleurait même pas. Quand je suis allé le voir, donc j'ai intervenu en SAMU, et il ne pleurait même pas, il était là, il était surpris de ne pas avoir sa main. Bon,
un adulte se serait échappé. Alors comment s'échappe-t-on ? Eh bien, on perd connaissance. C'est une façon de s'autoprotéger. On a ce qu'on appelle une perte de connaissance, un syndrome vagal, etc. Mais on s'échappe. Ouais. Alors où va-t-on quand on s'échappe ? Est-ce qu'on sort réellement du corps ou pas ? Bon, ça, point d'interrogation. Mais en tout cas, moi je suis surpris en SAMU, notamment quand je faisais du SAMU, là j'ai arrêté, mais quand on arrive sur les polytraumatisés, choqués, ils sont inondés d'endorphines, ces gens-là. L'organisme a sécrété de grosses quantités d'endorphines et ce sont des gens qui sont moyennement algiques vu les déflagrations qu'il y a. Ils sont pas si douloureux que ça, quoi. Hein. Ouais. Et c'est ça qui est très surprenant et c'est une forme d'autoprotection comportementale face à des douleurs aiguës. Alors vous pouvez avoir des gens qui ont une jambe arrachée et puis bon, ils vont être plutôt, je dirais, euphoriques. Hein, vous savez, ils perdent un peu les pédales. Mais ils n'ont pas forcément une grosse sensation douloureuse qui les envahit et qui les paralyse. D'autres qui perdent connaissance au contraire et qui s'échappent. Donc on a chacun un comportement bien particulier face à la douleur et je crois que quand on est préparé à un événement douloureux, on le supporte d'autant mieux. On a tous vu ces gens qui se trempaient dans l'eau glacée au milieu des glaçons, ces gens qui faisaient partie de certaines processions religieuses et qui se faisaient flageller et qui continuaient leur chemin, etc. Je crois que quand on a un certain conditionnement psychologique, un certain mental, on arrive à supporter des douleurs presque inhumaines. Et encore une fois, le cerveau, bien des mystères à dévoiler encore. Et on n'a pas fini. Et tant mieux, comme ça l'émission durera plus longtemps. Oui, exactement. Merci beaucoup en tout cas Jean-Jacques Charbonnier. Merci à vous de votre accueil. Et à très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Che Silorio Massarini soutiene Redina Forza. C'est encore sur des questions, des points d'interrogation que nous nous séparons ce soir, mais avec au moins une certitude, le cerveau, les capacités de l'homme n'ont pas encore fini de nous surprendre et de nous étonner tout au long de ces émissions, Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, chaque samedi et dimanche soir de 22h à minuit. Justement, le programme de la semaine prochaine, samedi, nous vous emmènerons au Mexique pour commencer, à Mexico, à la découverte du mystère de la Vierge de Guadalupe. Et d'ailleurs, si vous êtes dans la région toulousaine, je vous invite à aller découvrir une exposition au consulat du Mexique à Toulouse. Jeudi 11, il va y avoir l'inauguration d'une exposition de photos traitant de ce mystère de la Vierge de Guadeloupe qui, en 1531, la Vierge est apparue à un pauvre Indien mexicain qui se rendait à la ville et elle lui a dit tu vas voir, je vais accomplir un miracle pour toi, va voir l'évêque et dis-lui de construire une basilique en mon nom sur l'emplacement où je t'ai apparu. Et à ce moment-là, l'image de la Vierge s'est littéralement projetée, calquée sur son pagne, une tilma, on appelle ça, sur son poncho si vous voulez. Et ce poncho est toujours exposé dans cette basilique à Mexico. Ce poncho est responsable de plusieurs miracles, dit-on, et dans les prunelles de la Vierge, de cette Vierge de Guadeloupe, et qui est imprimée sur ce poncho, toute petite pupille, on voit le reflet de ce que la Vierge aurait vu en 1531 lorsqu'elle a été montrée par ce pauvre Indien mexicain à l'évêque. On voit la silhouette de l'évêque, on voit la silhouette de 2 ou 3 personnes à côté de lui. C'est le mystère que nous tenterons de percer samedi prochain en parlant également des apparitions mariales, c'est-à-dire des apparitions de la Vierge Marie. Dimanche, ce sera consacré à l'événement cinématographique après le livre qui a connu un véritable raz-de-marée qui a inondé la planète. Il va y avoir le film qui va sortir le 17 mai sur tous les écrans en France. Il va y avoir du monde au cinéma ce soir-là pour aller voir le Da Vinci Code, évidemment, de Dan Brown. Ça, c'est le roman. Nous parlerons du Da Vinci Code. Est-ce que il a réellement existé? Le prieuré de Sion, dont les grands maîtres auraient été Victor Hugo, Jean Cocteau, Léonard de Vinci. Est-ce que Jésus-Christ aurait eu une descendance avec Marie-Madeleine?
que le prieuré de Sion a eu comme charge de protéger jusqu'à de nos jours. Est-ce que le Graal, c'était justement cette descendance? Nous en parlerons avec plusieurs spécialistes, vous vous en doutez, qui viendront nous rejoindre, des spécialistes des Templiers, du prieuré de Sion, des spécialistes du Graal et puis de l'histoire en règle générale. Beaucoup de monde pour décoder le Da Vinci Code. D'ici là, passez une excellente semaine avec nous sur Sud Radio. Rendez-vous donc samedi prochain et dimanche prochain, 22h minuit. Notre boîte vocale est toujours à votre disposition, 0826 300 300. Vous nous laissez un message, un témoignage si vous avez vécu quelque chose de paranormal. Nous recueillerons votre témoignage, nous vous appellerons et nous vous mettrons en relation avec un spécialiste pour pouvoir y voir plus clair. Vous nous appelez au 0826 300 300 et vous pouvez également nous écrire Sud Radio, les aventuriers de l'étrange, 4 place Alphonse Jourdain, 31 071 200. Bonne semaine et à samedi.